Hey! Déjà je voulais juste revenir un peu sur l'évolution de la chaîne récemment. On dirait évolution, on dirait tellement un grand mot, on dirait il y a eu une transformation mais de ouf et tout, alors que non, ça pourrait ne pas sembler ouf mais ça l'est à mon échelle. Parce qu'en fait avec la vidéo du mois de la fantaisie, j'ai explosé à mon échelle, c'est-à-dire que je suis passée de 10 abonnés dont 90% sont mes amis IRL à plus de 100 abonnés. Et pour moi c'est beaucoup en une semaine et j'étais prise au dépourvu, mais surtout que du coup il y a des commentaires qui sont hyper bienveillants et qui sont hyper chaleureux, qui m'ont fait hyper plaisir, mais en même temps j'étais mal à l'aise, j'étais en mode mais putain, mais tous ces compliments, mais de qui ils parlent en fait, genre je me reconnaissais pas dedans et j'étais waouh. En même temps du coup ça m'a rassurée parce que voilà, mes vidéos, voilà, il n'y a pas un budget de ouf, au contraire il y a un budget de SDF. Du coup j'avais peur que ça rebute un peu et que les gens s'ennuient. Je misais vraiment tout sur ce que je disais, sur la passion que j'essaie de retransmettre, et apparemment ça a bien marché pour pas mal de personnes. Elles ont pas mal ressenti ça, du coup ça me fait super plaisir. Bon après voilà, j'ai sorti un vlog sur Heartstopper, ça a pas vraiment marché, mais en tout cas bref, pour ma satisfaction personnelle, voilà, c'est ça qui compte, je me dis. Et bref, on arrête de parler. Aujourd'hui du coup je suis contente de tourner cette vidéo parce qu'on va parler de mes lectures d'avril 2022. On va pas parler de tout parce qu'il y en a une dizaine, et je vais juste essayer de parler brièvement de mes 6 romans que je vais vraiment mettre en avant. Mais bon, je pense que je vais quand même blablater beaucoup, du coup je m'en excuse d'avance. Bon après voilà, on a l'habitude maintenant. Donc en fait le mois d'avril a été un mois consacré à la littérature chinoise parce que j'étudie la littérature chinoise et j'avais un partiel et du coup je devais lire un maximum d'œuvres chinois pour me préparer, approfondir plus mes connaissances de façon pas que scolaire mais avec un intérêt plus sincère et plus volontaire, je sais pas si vous voyez. Et ça a pas mal marché parce que j'ai découvert pas mal d'œuvres différentes, pas mal d'œuvres très intéressantes. Ce sont des œuvres surtout écrites dans la période années 80, 2000, 2010. Je sais pas si c'est une littérature qui vous intéresse particulièrement, mais moi, personnellement j'étais super contente de m'y intéresser parce que la littérature chinoise c'est un truc qui me faisait un peu peur, en fait, la littérature asiatique en général, parce que j'avais l'image de cette littérature très onirique, avec beaucoup d'images, de métaphores, où c'est pas facile de se rendre compte de ce que l'auteur veut décrire. Mais en fait, une fois que t'as le contexte autour de ça, c'est hyper passionnant en fait, parce que c'est pratiquement parfois des témoignages des auteurs de leur époque, de ce qu'ils ont vécu à travers des narrations fictives, et ça rend le truc mais tellement immersif. Et bref voilà, je développerai plus au fur et à mesure de la présentation des livres, mais bref on commence. Au début du mois j'ai lu Jean de Pékin de Lao She, qui est plutôt au début du maoïsme, c'est-à-dire dans les années 50-60. C'est un recueil de textes fictifs que Lao She a écrit pour exprimer ses sentiments par rapport à la modernisation très rapide de la Chine dans les années 10-20 avec l'influence occidentale, et ça a pas mal bousculé les valeurs, les attentes du peuple chinois. Et du coup voilà, il s'exprime à travers ça et à travers des personnages du milieu populaire chinois, et il imagine un peu comment eux ils vivent ce déchirement entre les valeurs traditionnelles chinoises et les nouvelles valeurs plus modernistes, plus occidentales, plus capitalistes, etc. Dans Jean de Pékin du coup il y a différents textes, et c'est pas que j'ai pas tout aimé, mais il y en avait qui m'intéressaient, qui m'impactaient moins que d'autres, mais en même temps ça restait toujours intéressant à lire parce qu'en fait Lao She il a une écriture vraiment très fluide. Déjà c'est vraiment direct, et il a un sarcasme, il a un humour noir qu'il garde même quand il est en train de décrire les pires atrocités que le peuple peut subir, et c'est pas genre un humour mal poli ou quoi, tu sens qu'il a beaucoup de respect en fait pour ces personnes là, mais c'est une façon de montrer que les Chinois ils ont vécu tellement de merde mais qu'ils arrivent quand même à survivre. C'est en quelque sorte un hommage en fait à l'ancien Pékin, parce que du coup ça se passe à Pékin parce que c'est Jean de Pékin, parce que voilà ils développent pas mal leurs coutumes, leurs mœurs. J'ai 2 récits que j'ai particulièrement aimé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ami d'enfance, tu sens un peu plus l'aspect autobiographique avec l'auteur parce que en fait on dirait qu'il projette ses pensées, ses opinions dans un personnage, et ce personnage là en fait c'est un ami d'enfance du narrateur que le narrateur va retrouver, et quand il va retrouver cet ami d'enfance, et ben il voit que cet ami d'enfance a régressé en quelque sorte socialement, qu'il a une situation de vie très précaire. Cet ami d'enfance il va raconter qu'il a une maladie, et cette maladie
qui lui permet de voir la noirceur des gens en fait, leur hypocrisie, leur égoïsme, leur corruption. Il se dit qu'est-ce qui est le plus important entre rester marginalisé mais rester conscient de tout ça, ou alors être aveugle et s'intégrer à la société aussi noire soit-elle. Du coup tu sens qu'en fait c'est ce que l'auteur éprouve en voyant un peu la façon dont Pékin change avec les influences, avec le peuple chinois qui abandonne peu à peu les valeurs et les valeurs qui deviennent peu à peu superficielles, et du coup tu sens que Lao Shu il est assez perdu en fait dans cette transition de la Chine. Ma deuxième nouvelle préférée, ça s'appelait Histoire de ma vie. Alors j'ai fait une erreur parce qu'en fait il y avait une édition d'Histoire de ma vie qui était détachée de Jean Pékin, et j'ai lu Histoire de ma vie avant de lire Jean Pékin. Et du coup quand j'ai lu Histoire de ma vie, je pensais que l'auteur parlait de sa vie en fait. Mais en fait non, c'est un récit fictif à propos d'un gendarme, mais ça n'en restait pas moins passionnant et hyper captivant. Genre il est complètement désabusé face au changement de la Chine, face à tout ce qui arrive, face aux dissensions internes, aux dissensions sociales, etc. Même les dissensions politiques qui se répercutent sur son métier. Même s'il est dévoué envers son métier, même s'il fait de son mieux pour vivre, et ben en fait son destin ne lui appartient pas. En fait son destin évolue selon comment la société change, se développe. Il peut que survivre, il peut que genre garder le sourire et juste survivre et endurer tout ça. Ce que j'ai trouvé d'émouvant, c'est que tu avais des échos avec l'autre récit de Lao Shu qui s'appelle Le tireur de pouce-pouce, que j'ai présenté dans mon autre update lecture, et où tu vois en fait un personnage qui est très innocent, très pur, très honnête, mais qui va se faire lyncher psychologiquement en quelque sorte, même physiquement mais psychologiquement, par la corruption de la société, l'hypocrisie qui écrase tous tes rêves, qui écrase toutes tes aspirations et qui rend tout ça impossible, et qui te transforme en quelqu'un qui a plus foi en l'avenir et qui vit juste au jour le jour et qui n'a plus aucun rêve, parce que tu te dis que ça sert à rien de te projeter dans l'avenir puisque c'est tellement imprévisible et ça ne dépend pas de toi en fait, peu importe tes efforts. Et du coup il y avait ça, et en même temps c'était très émouvant de suivre le gendarme dans l'histoire de ma vie, parce qu'il est tellement précaire, mais en même temps il essaie de garder pas cet optimiste, mais cet humour noir encore, ce sarcasme, et t'as juste envie de t'asseoir avec lui, de boire un thé avec lui pour qu'il te raconte toutes ces merdes, parce qu'il y a toujours une touche d'humour en fait qui rend le truc léger, alors que parfois c'est pas du tout léger, mais c'est ça qui le rend tellement sympathique et attachant, et j'ai vraiment adoré rencontrer ce personnage. C'est d'un côté c'est fictif, mais en même temps tu te dis Lao Shu il a vécu tout ça, et ça se peut, c'est même très probable que ce qu'il raconte vient de témoignages ou de ce qu'il a assisté en fait dans sa vie. Ensuite j'ai lu Je suis ton papa de Wang Shuo, qui est un récit beaucoup plus récent. On suit la relation dysfonctionnelle entre un père et un fils dans une Chine où les valeurs contemporaines entrent en collision avec les valeurs traditionnelles de façon beaucoup plus forte que dans les années 20. T'as les jeunes générations qui sont hyper influencées par les valeurs occidentales et tout, et qui ont une vision des choses qui vont de plus en plus différer des générations plus conservatrices, et c'est ce qui est reflété dans la relation entre le père et le fils. J'ai pas tout lu mais j'ai sauté quelques passages parce que j'ai été un peu lassée, mais ce qui est intéressant de voir c'est cette dissension de valeurs, et comment le père essaye en fait de se rapprocher de son fils, de conserver les liens avec lui alors qu'il sent que son fils est en train de s'éloigner, que son fils n'arrive pas à le comprendre et tout, et lui en fait il va essayer de paraître moderne auprès de son fils pour que son fils l'admire. Il va essayer de gagner le respect de son fils en étant moderne par lui-même, mais c'est tellement superficiel et c'est tellement forcé en fait que ça en devient ridicule. Il y a des moments t'es tellement gêné pour lui, en mode mec mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de te forcer. Le père, il a été éduqué sous Mao, où on mettait en avant le bien commun, la communauté, etc. Du coup, ça va écraser un peu les valeurs plus individualistes qui forgent la nouvelle génération, et du coup, le fils. Il y avait pas mal de critiques remplies de sarcasme pour dénoncer les anciennes générations qui écrasent, qui sous-estiment les nouvelles générations et comment elles peuvent évoluer, et qui refusent en fait de voir du changement dans la société au niveau de la prise en maturité, de comment le jeune peut se développer. Voilà, c'était plutôt intéressant. Ensuite j'ai le Ri de Sutong. C'est un récit dans les années 90. On suit un gars qui migre en ville et qui arrive dans une famille et qui est plutôt maltraité, enfin il est traité un peu comme un esclave, il est assez sous-exploité, et du coup il va essayer de se venger de cette famille. Et pourquoi le titre Riz? Parce qu'en fait cette famille tient une boutique de riz, et le riz va devenir l'obsession principale et même la marque d'identité du héros, et ça va virer vraiment à la perversion totale. Enfin, il y a des scènes en mode vraiment en fait c'est très malsain, c'est très noir, et en fait tu vois que tous les
personnages ils sont dépravés en quelque sorte et ça rend une atmosphère vraiment oppressante et en même temps tu peux pas t'empêcher de lire, c'est comme une impression de catharsis en fait et c'était vraiment intéressant parce que du coup tu sentais ce côté fataliste dans le sens où tu sens que ça va être une tragédie déjà parce que tu suis un héros, un protagoniste qui est juste horrible, qui est de plus en plus mais malsain, pervers, obscène et bref voilà. En fait au fur et à mesure de l'histoire il y a plusieurs éléments qui amorcent la tragédie. Tu te dis que voilà en fait c'est un cycle complètement noir où ils peuvent pas s'en sortir en fait. Ça illustre en fait la violence que la société chinoise a subie durant ces moments là. C'est plutôt bon à lire, c'est très fluide et voilà. Je voulais faire une petite mention à Récit de Lune de Go Song-fun. En fait c'est un récit taïwanais et j'ai pas lu en avril mais il a occupé la moitié de mon mois d'avril parce que j'ai lu fin mars et je devais rendre un devoir dessus, une note de lecture au début. J'étais vraiment pas inspirée par ce livre là parce qu'il est très court mais il y a énormément d'images, il y a énormément de métaphores et il y a beaucoup de descriptions, enfin c'est à toi d'en déduire en fait selon l'histoire, selon l'intrigue, ça dépend de ma sensibilité mais la plupart du temps je suis insensible à ce genre de choses. À ma première lecture j'étais perdue et en fait pour faire une note de lecture fallait écrire 4 pages et pour moi 4 pages c'était beaucoup trop, mais j'ai rien à dire. En fait je l'ai relu une deuxième fois et je me suis sentie tellement inspirée parce que la deuxième fois j'ai vu plein de connexions, de parallèles et j'ai dégagé plein de métaphores, j'ai interprété plein d'images et ça se peut que j'ai interprété de mauvaise façon mais c'est ça la beauté de la littérature, c'est que tu peux lire à ta façon selon tes expériences, ta sensibilité et c'est ça qui est cool, c'est que ça donne une richesse de manière d'appréhender l'histoire, enfin bref voilà je m'égare et du coup au final j'ai écrit 12 pages. C'est surtout le contexte qui est super intéressant parce que du coup l'auteur ici revient dans la période années 50, c'est juste après la colonisation japonaise de Taïwan, t'as le parti nationaliste chinois qui fuit les communistes et atterrit à Taïwan et là ils vont instaurer leur gouvernement. On aborde la terreur blanche qui s'était passée à Taïwan sous la domination du parti nationaliste où le parti nationaliste enjoignait les gens à dénoncer les traîtres, ceux qui étaient contre le pouvoir, enfin et du coup ça a été un massacre comme pas possible, enfin il y avait cette atmosphère de trahison, de méfiance mais vraiment profonde. En fait on est dans ce contexte là et on suit un couple et en fait tu vois que petit à petit ils vont s'éloigner l'un de l'autre parce qu'ils ont des aspirations différentes, genre la femme elle aspire vraiment à l'image parfaite d'un foyer, d'une famille épanouie alors que son mari lui petit à petit va se rapprocher de révolutionnaires, de gens qui sont contre le parti nationaliste. Leur chemin va en quelque sorte diverger, ça va impacter leur couple et voilà j'explique très mal, il y a quelque chose à lire parce que comme je l'ai dit il y a beaucoup d'images et je peux pas expliquer toutes les images mais en fait c'est vraiment très très bien construit parce que en fait du coup il y a pas mal d'images qui amorcent la fin. Tu sens en fait la tension croissante jusqu'à arriver à la fin qui est une tragédie. En même temps il y a cette douceur en quelque sorte avec les images de la nature, avec ce côté contemplatif qui est mélangé à ce qu'on sait à la fin, qui rend le récit amer et poignant en quelque sorte. Du coup voilà franchement c'est un récit vraiment intéressant à lire. Aussi c'est le contexte, ce contexte historique là ça m'intéresse de ouf et j'aimerais lire plus de livres sur cette période là et voilà. Alors en fait pendant mon expérience de littérature chinoise, plus de la moitié de mes livres étaient écrits par un même auteur, par Yu Hua, parce que juste j'aime trop son écriture. Alors l'un des romans que j'ai lu de lui c'était un livre qui me faisait hyper peur parce qu'il est super gros et il fait 700-800 pages et je m'étais dit si j'ai pas les clés historiques pour comprendre le truc je vais me perdre, je vais m'ennuyer. Au final ça c'est pas parfaitement passé parce que vers la fin j'ai un peu décroché, j'étais en mode c'est un peu long mais c'était super intéressant et il y a pas mal d'éléments positifs. C'est Brothers de Yu Hua, c'est découpé en deux périodes. La première période qu'on suit se situe durant la révolution culturelle, c'est-à-dire dans les années 60-70. C'est la période où Mao, les autorités et la population persécutent en masse ceux qui peuvent être considérés comme contre-révolutionnaires, contre le parti, contre les valeurs du parti et du coup il y a des scènes de lynchage, d'humiliation, d'autocritique mais vraiment violentes et c'était ma partie préférée parce que j'adore les récits sous la révolution culturelle maintenant que j'ai les clés pour comprendre. J'adore, c'est très violent, c'est très éprouvant mais c'est très émouvant aussi et en même temps c'est choquant parce que tu te dis
putain mais les gens, des humains en sont arrivés là, et ça a été tellement normalisé de brutaliser quelqu'un parce que selon l'opinion publique, selon l'opinion gouvernementale, cette personne est considérée comme contre-révolutionnaire, alors que parfois c'est des trucs cons, genre même des enseignants juste, tu vois, ils sont persécutés, et c'est vraiment des scènes horribles. Genre cette partie là, tu suis en fait les deux héros qui sont des demi-frères quand ils sont petits encore et quand ils sont avec leurs parents, et en fait du coup ils vont subir les répercussions de la révolution culturelle. Ce qui était beau, c'est que malgré tout ça, malgré leur malheur, ils réussissent quand même à garder la tête haute et à relativiser et être optimistes, et il y avait une pureté dans leur relation familiale qui rendait le récit tellement poignant et très humain. Vraiment Urioi, je le répéterai sûrement plus tard, mais Urioi il a un talent pour décrire les relations familiales, parce que c'est jamais parfait, il y a toujours des dissensions, c'est très nuancé, mais c'est ça qui rend le truc tellement humain et réaliste, parce qu'il y a beaucoup d'amour sincère et c'est très beau. En première partie, j'ai tellement chialé, en fait je suis tellement attachée au personnage, ce qui est mauvaise chose parce que vu ce qu'ils ont subi sous la révolution culturelle, c'est juste horrible, et mais voilà, j'ai été vraiment très très émue. Et dans la deuxième grande partie qui prend presque tout le livre, on est dans le boom économique des années 90-2000 que vit la Chine. On suit les deux frères qui ont grandi et qui vont suivre des chemins différents, parce que t'en as un qui va profiter grandement du capitalisme pour s'enrichir, pour devenir un patron voilà, très capitaliste, et son frère qui lui il est encore dans des métiers plus traditionnels et qui va en souffrir en fait, parce qu'il va subir la recherche du profit, enfin, toutes ces nouvelles valeurs en fait plus modernistes, parce que ça va rendre pas mal de pans de la société chinoise traditionnelle plus obsolètes et moins utiles en quelque sorte, moins pertinents. Ça que j'ai aimé, c'est que dans la relation familiale, dans la relation fraternelle, on voit c'est un peu comme une métaphore de cette dissension entre les valeurs chinoises, et aussi au niveau plus narratif, la relation fraternelle, elle était... Ah, elle m'a tellement touchée, parce que il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de sentiments, de divers sentiments, mais il y a toujours de l'amour entre eux. Et même quand ils sont séparés pendant des années et tout, il y a toujours cet amour entre eux qui ressurgit à certaines occasions, et à chaque fois ça me touchait tellement en fait, parce que déjà tu les as suivis quand ils étaient enfants au début, quand ils étaient hyper soudés, ils s'entraidaient, ils étaient tellement purs ensemble, et là avec l'évolution de la société qui les ont séparés, tu sens que c'est tellement triste en fait qu'ils soient plus ensemble, mais en même temps il y a quand même encore cet attachement, ce lien qui peut pas être défait, et en fait ce lien il va être mis à l'épreuve par tout ce qui est autour, par toutes les évolutions, et vraiment c'était vraiment intéressant. Et en fait la façon dont Urioi montre un peu l'absurdité de la transition, de l'évolution hyper rapide de la Chine, avec un style assez burlesque, en mettant beaucoup d'humour, de scènes ridicules et beaucoup de sarcasme. Vers la fin, je me suis un peu détachée de l'histoire, parce que ça partait un peu dans tous les sens, ça développait pas mal d'autres personnages secondaires, je m'en foutais un peu, j'étais oui c'est bon Urioi, on comprend où tu vas en venir, mais voilà, c'était quand même très intéressant, et je le conseille pour se plonger historiquement dans cette période de la Chine. Et enfin, en vrai je suis allée vite, non, je crois pas, je sais pas. Et enfin, je veux parler de, je pense, ma meilleure lecture de ce mois-ci, et c'était une lecture totalement inattendue parce que j'en ai jamais entendu parler de ce livre. C'est Cris dans la bruine de Urioi. C'est un récit très particulier. En gros, en fait, on suit un narrateur qui est adulte et qui se remémore ses souvenirs d'enfance au début. C'est très flou en fait, c'est comme toi en fait, quand tu remémores un peu tes souvenirs d'enfance, genre t'as un peu cette idéalisation de l'enfance en mode ouais c'était mieux avant, tu sublimes un peu tes souvenirs, et en fait quand tu plonges vraiment, quand tu réfléchis vraiment, ça en fait ressortir des côtés plus nuancés, des côtés même plus sombres. C'est comme ça que le récit de Cris dans la bruine va progresser, et c'est super intéressant parce qu'en fait au début t'as le narrateur qui évoque ses souvenirs les plus importants de façon assez abstraite. En fait c'est ça qui est marrant, il aborde tel personnage, ah oui lui il a vécu comme ça, il est mort, mais en fait nous ça paraît encore abstrait parce qu'on les connaît pas personnellement, et du coup tu te dis ah ouais ok il est mort, bon voilà on s'en fout un peu, mais en fait au fur et à mesure de l'histoire on découvre plusieurs récits divergents pour développer les différentes connexions du narrateur, et genre c'est horrible parce que du coup tu apprends à connaître certains personnages, tu t'attaches à eux. J'en pense à un en particulier, c'est un ami
très particulier du narrateur, je reviendrai dessus, mais au début tu sais qu'il va mourir très jeune, mais en fait il y a une partie où tu t'attaches à lui, où tu vois son amitié avec le narrateur qui éclot, et ils sont tellement purs, mais vraiment, il y a des descriptions, je suis en mode, mais c'est pas un peu gay là? Parce que en fait, il y a des trucs assez abstraits, je sais pas si c'est l'auteur qui a fait exprès ou si c'est moi qui interprète mal. Il y avait une certaine ambiguïté, je trouvais, entre les deux personnages, ou alors bah, c'est juste des bros, mais je crois qu'il y avait vraiment un truc romantique entre eux, enfin je sais pas. En tout cas moi je les shippais, j'étais... Mais l'auteur c'est lui, il me provoquait, tu vois, il me faisait fangirler et j'étais... Mais ils sont trop mignons. Et du coup bah après bah, le mec il est mort. Et j'étais d'accord. Ma partie préférée avec ce récit-là, c'est sous la période de la révolution culturelle, encore une fois, parce que du coup, bah, ça développait bah, cet ami dont je parlais, et aussi une autre histoire avec un enfant et sa mère qui m'a... Ça m'a... C'était tellement amer et tellement cruel et tellement pur. Mais c'est ça, à chaque fois il y a une pureté, mais ça rend le truc encore plus dur en fait. C'est juste horrible comment ça a gâché la vie des gens et des enfants et des innocents quoi. Et en fait ce que j'aime bien c'est que les personnages ils sont nuancés en fait, tu vois. Ils sont très humains, ils sont... Tu sais, ils commettent des choses parfois, c'est très questionnable, mais tu te dis à leur place, enfin, ce qu'ils subissent, genre l'environnement qui est très toxique. Voilà, ils ont pas le choix parce que être gentil c'est se faire écraser aussi, enfin bref voilà. Il y avait une atmosphère très nostalgique dans ce roman qui m'a fait penser que c'était peut-être aussi autobiographique de l'auteur, parce que j'ai pas mentionné, mais l'auteur en fait il a vécu la révolution culturelle, il a grandi sous la révolution culturelle, du coup il a assisté à tout ça, et c'est pour ça qu'il parle pas mal de cette période là dans ses romans, et c'est super intéressant parce que tu te dis c'est comme documentaire parce qu'il a vécu tout ça, comme dans Brothers, dans Cri dans la bruine, bah, il y a déjà cette atmosphère de nostalgie avec le narrateur qui revient sur ses souvenirs, mais aussi il y a des petites anecdotes qui m'ont rappelé La Chine en 10 mots. Et La Chine en 10 mots c'est un livre de Yorois assez autobiographique mais de façon très directe, où il raconte de façon personnelle des anecdotes qu'il a vécues sous la révolution culturelle, durant la période maoïste, post-maoïste, et du coup j'ai fait quelques petits liens dedans et je me suis dit ah ouais, il s'est quand même inspiré de ses propres souvenirs pour écrire ça. Ça a rendu l'histoire plus immersive, et je sais pas, je trouvais que il y a cette atmosphère presque onirique, mais en même temps c'est très ancré dans la réalité au niveau historique, et du coup tu te sens vraiment en plein dedans. Après voilà, genre j'ai pas été emballée par tous les récits, mais de ce que je retiens en fait c'est que c'est un récit très particulier et que j'ai vraiment adoré mon expérience. Je trouve que c'est vraiment talentueux de la part de l'auteur de transmettre une humanité aussi prégnante et qui sonne aussi vraie, et voilà, c'est ça que j'adore vraiment dans les récits de Yorois. Voilà, bref, du coup j'ai terminé, j'espère que j'ai pas beaucoup parlé, j'espère que vous avez bien aimé, j'espère que voilà, même si vous lisez jamais ou rarement la littérature chinoise, il y a quand même quelques titres qui vous a donné un peu envie, qui a un peu titillé votre curiosité. Là on est au mois de la fantasy et il y a encore des livres de la littérature chinoise que je veux lire. Enfin voilà, j'ai acheté quelques livres genre de Lao Shu et tout, je veux absolument le lire, mais bon, on est au mois de la fantasy, ça rentre pas dans le thème, du coup je vais patienter et voilà, on verra. En tout cas merci beaucoup et à bientôt, peut-être.